Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça y est, go, on est en direct. C'est parfait, on est en ligne. Nickel. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur ce nouvel épisode de podcast Trouver sa voie. Hello. Salut Mathieu, bienvenue parmi nous. Salut Alban, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Bernard, qui est à la fois coach en personal branding et podcasteur lui aussi. On a déjà collaboré. Avant de te passer le micro, Mathieu, et j'ai hâte parce que ça va être passionnant. Avant ça, une petite intro pour cet épisode pour ceux qui écouteront sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Merci, toujours pareil, merci de votre fidélité, merci de vos feedbacks et merci à ceux qui m'ont envoyé un mail pour que je puisse les appeler. Vous êtes déjà 5 ou 6 et donc je repartage mon adresse mail au cas où vous entendiez cet épisode et vous diriez tiens, ce serait cool de parler avec Alban et de lui dire ce qui va et ce qui va pas sur son podcast. Mon mail c'est contact@albanmas.com et Mas ça s'écrit MA2SE. Et une fois qu'on a dit ça, merci à tous, merci à toutes, c'est parti. On se met au boulot avec Mathieu, qui est déjà venu une fois parler du futur du travail au micro. Et la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un sujet super important pour, je pense, la décennie qui nous attend. C'est comment est-ce qu'on cultive tous notre personal branding? Comment est-ce qu'au lieu de chercher du boulot, on fait venir à nous des opportunités? Et c'est sa spécialité. Donc cette fois-ci, Mathieu, je te passe le micro pour que tu puisses te représenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Merci Alban, super intro. Ravi de revenir sur ce podcast. J'ai presque un peu plus la pression parce que cette fois, c'est sur mon sujet d'expertise. Donc non, mais je suis trop content d'en parler. Je pourrais en parler des heures, donc ça va être plutôt un exercice pour moi de synthèse pour essayer de vous apporter un max de valeur. Moi, qui je suis, c'est Mathieu. J'ai 34 ans. Je suis fan de sport, de nature. De ce point de vue-là, j'ai tout foiré d'ailleurs parce que quand j'étais petit, qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je savais pas trop, mais je répondais tout sauf être assis à un bureau. Et aujourd'hui, je me retrouve quand même 10 heures par jour dans un bureau à bosser devant un écran. mais le tableau n'est pas si noir parce qu'en fait, je me réconcilie un peu avec ça parce que j'adore créer des relations et du contenu. Et donc, ça fait bientôt 13-14 ans que je fais du growth et du marketing, et donc c'est beaucoup de relations, beaucoup de contenu. Je fais du sales aussi un petit peu. J'en ai fait dans des grands groupes comme Unilever ou LVMH. J'en ai fait dans des startups comme Iconoclast. J'en ai fait à mon compte. Et donc aujourd'hui, je suis coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit avec mon podcast Bonne Réputation. C'est tout sur le même thème. Bonne Réputation, c'est aussi sur le personal branding. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs et de plus en plus de salariés dirigeants à communiquer en leur nom. Ça se passe quand même souvent sur LinkedIn. Je les aide à porter leur voix au service de leur entreprise, au service d'une cause qui les dépasse. J'aime bien quand les entreprises ont une mission, une vision, en tout cas servent une cause qui dépasse juste les gens. Et je pense que la communication devient plus efficace en plus quand c'est au service de quelque chose de plus grand que soi. Et voilà, pour ça, je les aide concrètement, ça on va peut-être en parler, à se positionner, à créer une stratégie de contenu, puis ensuite à produire le contenu, à créer et distribuer du contenu. Je pense qu'en effet, on pourra pas faire l'impasse sans expliquer un peu. Le but, c'est pas de traduire le truc, mais d'expliquer un peu sur quoi repose le personal branding. C'est quoi, au fond, de quoi on parle, pourquoi il y a de l'enjeu. Là, il y a 2 raisons, moi, qui font que j'ai vraiment, quand tu m'as dit que tu pourrais être OK pour un nouvel épisode ensemble, j'ai sauté au plafond. J'étais trop chaud. Il y a 2 raisons. Déjà, c'est que tu as un regard global sur l'avenir du boulot. Ça, c'est bien de ton premier podcast, enfin ta première version. C'est vrai. Et ton expertise là-dessus, là où je la trouve particulièrement disruptive, utile et atypique, on va dire, c'est que autrefois, le personal branding, pour moi, c'était une affaire de stars, quoi. Il y avait vraiment un culte de la personnalité sur des politiciens, des artistes, des machins. Après, je sais pas depuis combien de temps on a des influenceurs sur les réseaux, depuis 10, 15, 20 ans, qui ont forcément dû apprendre à le faire. Toi, aujourd'hui, le gros de tes clients, ce sont des CEO, des entrepreneurs, des fondatrices, fondateurs,
qui doivent développer leur image pour développer leur business, si je dis pas trop de bêtises. C'est vrai. En gros, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais Et j'ai de plus en plus de salariés, ouais, mais on en notamment, vient. surtout à des postes de direction, mais de plus en plus de salariés. Et c'est ça qui fait que j'étais super chaud, c'est que on se dit, en tout cas moi je me suis toujours dit, j'aime pas ça, je sais pas faire. D'ailleurs, la communication de, de notre épisode d'aujourd'hui en était un bon exemple. J'aime pas ça, je sais pas faire. Et de toute façon, c'est pour les influenceurs. Puis je suis pas spécialement entrepreneur. Et en fait, tu m'as ouvert les yeux. Un jour, quand on discutait, tu m'as ouvert les yeux sur le fait que, mais c'est un enjeu énorme, y compris pour des salariés, et mais peut-être même surtout pour des salariés, pour générer les opportunités, pour être visible. Et tu m'as dit un truc, après je te repasse le micro, mais tu m'as dit, tu vois, quand tu quittes un boulot, bah tu repars à zéro, quoi. Déjà, tu vas pas repartir avec les fichiers Excel, les fichiers clients de la boîte, ça se fait pas. Mmh. Et donc ensuite, tu repars à zéro dans un nouveau boulot. Et le personal branding vient créer une trajectoire dans ta vie que tu construis de boulot en boulot. Et quand tu quittes un job pour aller vers le suivant, ce qui est aujourd'hui quand même le cas de la plupart des gens, on va changer 6, 7, 10 fois de boulot dans notre vie, et bah tu embarques ton sillage avec toi et tu continues à construire ton histoire professionnelle et à construire de la valeur au lieu de faire un éternel recommencement. Pardon, c'est un peu long, mais moi j'ai trouvé ça génial et ça m'a mis le déclic pour me dire mais il faut que t'en parles, il faut que t'en parles au micro de ça. Mais Voilà. parlons-en, parlons-en. Non, je suis Alors ravi quel est d'en parler. l'enjeu du coup? Déjà, ouais, et puis je vais redéfinir ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on dit personal branding, c'est des anglicismes, c'est un peu ronflant, ça veut dire marque personnelle. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, moi déjà, d'un point de vue personnel, j'ai été salarié et j'ai découvert que travailler sa marque personnelle ou sa personal branding, on va le définir juste après, c'est un formidable outil de développement personnel et professionnel. C'est pas un truc d'influenceur, c'est pas un truc de juste pour les stars. Et c'est effectivement, il y a un enjeu énorme. Et d'ailleurs, la plupart des clients qui viennent me voir, qui sont des entrepreneurs, etc., ils me disent, mais attends, moi, Mathieu, je te dis tout de suite, je veux pas être influenceur et je veux pas prendre des selfies toute la journée, etc. Donc ça, je pense que les gens commencent à le réaliser. Maintenant, qu'est-ce que c'est la personal branding ou marque personnelle? Déjà, c'est important de le définir parce que c'est un peu nébuleux quand même. Pour moi, c'est la marque qui est attachée à ta personne. Donc, c'est ton nom, ton prénom. Potentiellement, c'est ça que les gens vont voir de l'extérieur avec peut-être ta photo, ta tête, la photo que tu choisis. Et c'est la marque associée à ta personne. Et en fait, elle t'appartient pas vraiment, hein. C'est toi, tu peux la contrôler, mais c'est pas toi. C'est une représentation de toi. C'est une image. C'est un ensemble d'éléments tangibles et intangibles qui font que des gens qui ne te connaissent pas, à la fin, vont vouloir te suivre ou bosser avec toi. Et parce que aujourd'hui, et surtout grâce aux réseaux sociaux, etc., on peut communiquer à une échelle assez importante. Et donc, potentiellement, ta marque personnelle, très très rapidement, même pas du tout à un niveau influenceur, c'est quelque chose qui t'échappe un peu dans le sens où il y a beaucoup plus de monde qui la voit que de gens que tu connais, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc important à dire. C'est une image de toi, c'est pas toi. Et par contre, c'est important de contrôler un minimum cette image de soi et qu'elle soit vraie, en tout cas de contrôler les 1% que tu montres, parce que si il y a un truc qui est très humain, c'est qu'on est des machines à juger, et donc si tu te colles pas une étiquette, les gens le feront pour toi. Et c'est intéressant Ouais. parce que tu parlais de l'historique, des stars, etc. C'est vrai qu'historiquement, ça existait déjà la marque personnelle avant les réseaux sociaux. On peut penser à des rois, des chefs de guerre, des leaders politiques, des stars. Je sais pas, on va prendre Napoléon, Charles de Gaulle, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Bah, on voit bien, c'est intéressant de prendre ces exemples pour comprendre ce que c'est la marque personnelle, parce qu'on voit bien que ils ont mobilisé, ils ont créé des images. Leur marque repose sur des images, des symboles. Napoléon, on a toute une symbolique autour de lui qui est une Ouais, symbolique du ouais. pouvoir, de la puissance, des messages très clairs pour mobiliser des foules autour d'un imaginaire qui dépasse leur personne. Un imaginaire de beauté, un imaginaire patriotique, un imaginaire de valeur. Donc voilà, on voit bien que leur marque leur échappe. On les connaît pas, ces gens-là. Enfin, peut-être certains Ouais, les ont ouais. connus, mais Et on les connaît pas ouais. et ça les dépasse. Et pourtant, on a l'impression de les connaître. Et vas-y, je t'en Non, prie. mais c'est ouais, on va jamais arriver à faire une demi-heure, Mathieu. On Si, est si, si, foutu. si, promis, je vais être ultra concis. Non, non, mais c'est juste trop, le sujet est trop vaste et trop intéressant pour tout réduire. Ça fait penser à Churchill, où on a toujours l'impression qu'il avait une répartie de ouf, et quand tu creuses, tu découvres qu'il a travaillé quotidiennement sa répartie, qu'il préparait chaque situation pour avoir sa petite phrase à sortir, et que c'était un travail en amont énorme, alors qu'on avait nous l'impression, enfin, on a l'impression, l'histoire a donné l'impression Ouais. d'un gars naturellement doué en répartie, ce qui n'était pas le cas. Il a juste énormément travaillé le truc, quoi, par exemple. Et Ouais. et d'ailleurs, Churchill, il disait qu'il y a
un bon discours improvisé est un discours qui a été réécrit 10 fois. Donc il assumait un peu. Mais voilà, et du coup, pour redescendre sur Terre, en fait, il y a 3 éléments dans la marque personnelle qu'il va falloir bosser concrètement. C'est l'identité, la crédibilité et la visibilité. Et moi, avec mes clients, etc., peu importe qu'ils soient influenceurs, salariés, etc., il va falloir bosser ces 3 éléments-là. Et ça, on va Ok. voir peut-être comment. Ah Mais, ouais, euh, carrément. mais Carrément. voilà pour la définition au moins. Et je crois que tu avais une autre question sur l'enjeu, mais enfin bref. Non, j'avais un truc sur le bout des lèvres. Je sais pas si tu le vis avec tes clients, mais tu disais, voilà, les gens vont nous mettre une étiquette dessus et surtout, on va rayonner au-delà de notre propre personne. Donc, autant Ouais. contrôler ça autant que possible. Ouais. Ça, ça peut être à double tranchant. Je vois ça sous un autre angle. Moi, j'accompagne pas mal de gens qui, et moi, je me mets dans le même bateau, hein, qui ont des moments de passage à vide avec des pertes d'estime de soi, de confiance en soi. Mhm. Donc, si je transpose un peu ce que tu es en train de nous dire, ça peut vouloir dire que tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour bosser ton personal branding, puisque l'image que tu renvoies sera perçue comme autre que celle que tu as de toi-même, dans tous les cas. En tout cas, ça peut te protéger. En fait, ce que je dis, c'est que tout est cyclique. Donc, on a tous des passages à vide. Moi, j'ai des passages à vide, j'ai des temps forts, j'ai des temps faibles, clairement. Le fait de, je pense qu'il y a 2 choses. Le fait de bosser sa marque personnelle, donc se poser sur, il y a un petit taf d'introspection au début, hein. Son identité, voilà, ton identité, qu'est-ce qui fait que tu es toi, qu'est-ce qui te rend crédible ensuite, et essayer de se rendre visible de manière alignée avec soi. Il y a ce taf d'introspection qui est un taf presque de dev perso au début et qui donne confiance, je trouve. Mettre de l'attention sur soi, déjà, moi, je trouve que c'est un truc c'est un véhicule Ok, de ouais, confiance. ouais. Ensuite, le truc, une fois qu'il est installé, en fait, oui, on voit pas. Moi, j'aime bien dire, il faut jamais comparer son intérieur à l'extérieur des autres. Parce qu'en fait, c'est souvent, on a l'impression que quelqu'un a plein de succès et tout, mais oui, derrière, il y a énormément de remous, il a des crises, etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, voilà, on peut juste, par exemple, regarder les autres et se dire, bah, en fait, lui, il a l'air de tout le temps aller bien. On a tous ce truc de lui, il a l'air successful, tout va bien, etc. Et en réalité, souvent, quand tu interviews les gens, bah non, là, j'ai pas eu un énorme passage à vide, etc. Donc, on voit bien que la marque te protège, au moins, tu vois. Ça interdit pas de ne pas avoir confiance. Enfin, ça va arriver de ne pas avoir confiance en soi de toute manière, je pense, d'avoir des petites chutes de confiance, etc. Mais le truc, c'est que là, ça va un peu se protéger. Moi, je pense une marque installée, une audience installée, va à la fin te porter, te protéger, et c'est un peu une sécurité. C'est un peu un filet de sécurité. Ouais, ça me parle, ton image, moi, ça me renvoie à un truc dont j'ai déjà parlé au micro, mais il y a longtemps, qui était un peu la notion de bouée de secours. C'est dans une carrière, parce qu'ici on parle carrière. Euh, euh, Dans une carrière, tu as des moments de passage à vide, des moments de doute. Et si tu Ouais, peux avoir, que ce soit un side project, une compétence autre, ou un petit truc auquel te raccrocher en disant, même si je perds tout, j'ai ça, ouais, c'est hyper rassurant. Moi, c'était par exemple la photo, tu vois, je faisais un peu de photos de mariage, je me disais, si je rate tout, je pourrais toujours faire de la photo de mariage, quoi. Euh, et, et, euh, et, et ça fait penser à ça peut être une sacrée aussi petite bouée pour se raccrocher à un truc, le fait d'avoir des sujets à côté de ta vie pro ou dans ta vie pro sur lesquels tu bosses pour cultiver ton image personnelle. ouais. Ça peut donner une sorte de réassurance sur certaines choses quand ça va mal, quoi. Mais clairement, et là, on va basculer parce que s'il y a des salariés qui nous écoutent, c'est vrai tu disais tout à l'heure, on croit que c'est un truc fait pour les entrepreneurs, les influenceurs, etc. Pas du tout. Moi, je pense que le personal branding, il y a des enjeux énormes derrière le personal branding. Le premier, c'est la liberté. Et ça vaut pour tout le monde, euh, y compris les salariés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais prendre un. Déjà, j'ai une donnée. Alors, j'ai plus la source, j'ai pas retrouvé la source, mais il y a une étude aux US qui a montré que aux US, les salariés qui avaient une marque personnelle forte, ils prenaient ça sur LinkedIn, hein, qui avaient un gros profil LinkedIn avec une belle audience sur LinkedIn, avaient en moyenne des salaires 30% plus élevés que leurs équivalents, que leurs pairs. Tout simplement parce que quand tu as une marque installée avec une audience forte, eh ben, tu as un levier beaucoup plus puissant pour négocier ton salaire auprès des boîtes et potentiellement beaucoup plus choisir avec qui tu vas bosser parce que tu es plus visible, donc tu as plus de demandes et donc bah, c'est mieux de choisir entre 5 propositions qu'en avoir qu'une, quoi. Et les boîtes voient bien aussi. C'est intéressant d'avoir un salarié qui prend la parole parce qu'il va faire rayonner la boîte, il va donner un visage humain à la boîte. Donc il y a ce truc de liberté, je pense, de liberté de choix, même de liberté si tu veux rester salarié pour trouver un job. Et moi, je l'ai vécu, tu vois. J'ai commencé à construire, à bien bosser sur mon personal branding et à prendre beaucoup la parole sur LinkedIn. J'étais CMO, donc directeur marketing chez Iconoclast, une startup, donc j'étais salarié.
quand je me suis mis à mon compte, j'avais décidé en vrai de faire du coaching et je voulais pas rebosser dans une boîte. Mais j'ai annoncé, j'ai fait un post comme quoi je terminais l'aventure Iconoclast en tant que CMO. Mais j'ai dû avoir 15, 20 propositions pour être recruté en tant que CMO dans des boîtes et dans certaines boîtes qui sont vraiment ouf, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok, il y a quand même vraiment un truc. C'est qu'en fait, il y a plein d'autres CMO qui sont bons, mais juste, moi, je prenais pas mal la parole. Et encore, je n'étais pas du tout influenceur et tout. Et j'ai vu la puissance du truc, tu vois. Si j'avais voulu rester salarié, en fait, je pouvais même démissionner, partir sans aucune garantie. Et je savais que j'avais plein de demandes et plein d'entretiens. Ouais. Donc, c'est un truc qui joue énormément. Et je crois aussi que tout à l'heure, tu as parlé de la continuité. Pour moi, c'est en fait, il y a un choix à faire entre être locataire et propriétaire de sa carrière. C'est un peu le même choix que, Ouais, tu vois, ouais, si on c'est une fait la image forte. comparaison immobilière, la marque personnelle, c'est un peu un truc dans lequel tu investis toute ta vie et ça paye, ça te fait des rendements, ça te fait des rendements petit à petit, ça te t'investis dessus et elle t'enrichit, elle te rend l'appareil petit à petit. Que si tu loues ta marque, et là je vais prendre l'exemple de par exemple quand je bossais chez LVMH, je travaillais pas du tout ma marque personnelle. J'étais directeur e-commerce d'une maison qui s'appelait Make Up Forever chez LVMH. Et en fait, ma marque reposait entièrement sur un statut de directeur et une boîte, un groupe qui s'appelle LVMH. C'était très bien, sauf qu'en fait, c'est bien pour sauter d'une boîte à l'autre. Sauf qu'en fait, le jour où ça s'arrête et en fait, tu veux pas aller chez L'Oréal, parce que moi, c'était mon cas. Là, en fait, j'étais bien si je voulais sauter chez le concurrent, etc. Mais j'ai eu un moment de remise en question où, en fait, je me suis dit non, je veux arrêter de faire du e-commerce. Puis en fait, je veux plus bosser dans des grosses boîtes et surtout pas dans la cosmétique. Et en fait, j'étais bloqué parce que je pouvais que aller comme je louais mon truc et que c'était bien, j'empruntais quelque part ma marque à un organisme beaucoup plus puissant que moi. Le jour où ça s'arrêtait, je voulais faire autre chose, j'étais enfermé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai tout remis à zéro. Et je me suis dit, ah ouais, tu as plein d'expériences, tu as des compétences à revendre, ça c'est sûr. Par contre, si tu sors du sérail, si tu sors de l'autoroute sur laquelle tu es, personne. Et ça, c'est un. Et donc, j'étais pas libre. Donc voilà, je pense qu'il y a cet Ouais, enjeu de c'est très liberté, c'est que intéressant. voilà, il y a emprunter ou pas ta marque. Et ensuite, en plus, tu développes au fil des années une audience. Et une audience, c'est un actif qui te suit, même quand tu quittes ta boîte ou ta boîte se plante quand tu es entrepreneur, tu gardes ton audience. Tu as 30 000 personnes qui te suivent, elles sont toujours là. C'est sûr que Ça, c'est le premier enjeu. sur cet enjeu-là, je me permets une petite, je m'incruste un peu dans le truc, même si je n'y connais pas grand-chose. Justement, je vais apporter un regard personnel, on va dire, là-dessus. Euh, un des sujets, un truc pas simple à faire, c'est de changer de secteur. Par exemple, tu vois, moi, j'étais dans l'agro et puis j'ai voulu aller dans le coaching, quoi. Dans la psychologie, le coaching et tout. C'est clairement pas la même chose. Et t'es clairement outsider. Et c'est pas simple de devenir insider. Et c'est comme ça qu'est né Trouver sa voie, il y a 4 ans. Mhm. C'était de se dire, à la limite, le soir et le week-end, je vais donner le micro à des coachs, je vais me former, je vais apprendre par le terrain. Et j'aurais pas appelé ça du personal branding parce que c'était très mal communiqué, c'était pas maîtrisé. Ça partait dans tous les sens. J'oserais même pas y réécouter les premiers épisodes, tu vois. Ils doivent être horribles. Ça n'a ni queue ni tête. Il y avait même pas de stratégie. C'était juste, on verra bien où ça m'emmène. Puis il y a un moment où tu diriges ta boîte d'agro qui a rien à voir et t'as des mecs qui t'appellent pour dire oui, je cherche du coaching. Non, pardon, moi je fais des gâteaux au chocolat, tu vois. Et donc ce que je veux dire par là, c'est simplement que pour faire un pas de côté, pour changer de bocal, ça peut aussi être un levier assez fort. Il y a la liberté dont tu parlais. Cette liberté, je mettrais bien le mot aussi, devenir insider d'un truc qui n'est pas Mhm. forcément ta tasse de thé à la base ou ta légitimité à la base. Voilà. Je pose ça là parce que c'est mon vécu et voilà. Donc bref, un enjeu de Merci. liberté. Ouais, merci pour le Un enjeu partage. de liberté. Oui, reprenons. C'est vrai que on a promis d'être précis. Premier enjeu, liberté. Deuxième enjeu, j'en ai un peu parlé, vente. Et ça encore, ça concerne tout le monde, pas que les entrepreneurs. On préfère, déjà, juste de manière générale, on préfère bosser avec quelqu'un qui a une autorité, qui est une tête connue dans un milieu, plutôt qu'un inconnu au bataillon. Tu te fais démarcher aujourd'hui, si c'est quelqu'un que tu vois partout, qui a une énorme audience, je sais pas, tu te fais démarcher par, j'en sais rien, qui ton audience regarde, mais bref, tu te fais démarcher par Squeezie, le YouTuber. Bon, tu te dis ah oui non mais je vais lui répondre quoi. Je sais pas si. Donc enfin Oui. il y a ce truc là. Je prends un exemple extrême, mais tu vas lui répondre. Et donc pour un indépendant, moi je suis indépendant aujourd'hui. Le côté vente, d'avoir une marque personnelle forte avec une audience, c'est que ça va me permettre de choisir mes clients potentiellement. Non seulement d'en avoir, mais de choisir mes clients.
Pour un entrepreneur ou dirigeant, la vente, ça va vouloir dire quoi? Il va peut-être pas vendre son produit directement, mais ça va lui permettre de lever des fonds, ça va lui permettre de recruter, ça va lui permettre aussi peut-être de vendre son produit. Pour un salarié, ça va lui permettre de se vendre. J'en parlais tout à l'heure, quelqu'un qui est actif sur les réseaux, mais en fait, il est demandé partout. Je vais prendre un exemple concret. Chez Iconoclast, on avait recruté Enzo Colucci, qui est un gars qui est très actif sur la prospection téléphonique. Il a une très forte audience sur cette expertise-là, qui est le cold call. Aujourd'hui, il est indépendant, mais avant, il faisait déjà ça. Il faisait déjà beaucoup de bruit. Il prenait la parole en tant que salarié, et en fait, il y avait tout le temps des demandes de boîtes qui le voulaient, parce qu'il était visible, il avait une bonne vibe, etc. Donc voilà, là, c'est se vendre. Donc ça, c'est le deuxième truc, je pense. C'est vraiment cet équilibre entre savoir-faire et faire savoir. C'est essayer de voilà, on essaie de se dire j'ai un savoir-faire. Comment je mets un peu de faire savoir, c'est souvent ce qui manque, hein, un faire savoir à la hauteur de mon savoir-faire pour en fait l'honorer, parce que c'est dommage. Il y a plein de gens qui ont des super compétences, mais qui personne ne le sait, quoi. Troisième enjeu pardon, vas-y. Je réagis juste rapidement pour essayer de faire des liens entre la gestion de carrière et tout ce que tu nous dis. Parce que il y a des liens évidents et très forts et que j'avais pas anticipé. Il y en a un, c'est ici au micro de Trouver sa voie, toutes les semaines, quasiment chaque invité prône la rencontre pour dire la meilleure façon de trouver du taf, c'est de rencontrer du monde, c'est d'être connu et reconnu, de réseauter mais dans le côté cool du truc, pas le côté relou. Et les meilleurs boulots se font toujours de bouche à oreille, etc. Sauf que c'est hyper dur de rencontrer du monde. Et ce que tu nous dis, et c'est aussi ce que je découvre avec le podcast, c'est que quand tu as 20 000 personnes qui te suivent, ou 50 000, ou que sais-je, et que tu veux contacter quelqu'un, il te répond. Moi, je fais une différence énorme. Je veux pas trop monopoliser le truc, mais comme je le vis, si tu veux, j'ai envie de faire ce partage. Quand je cherchais mes premiers invités il y a 4 ans, et toutes les portes étaient fermées, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, je peux contacter des DRH un peu. Alors, ça reste un petit média, mais je peux contacter le DRH de L'Oréal. Je pense qu'au moins il regardera mon mail, il me passera un coup de fil, il verra s'il a envie ou pas, tu vois. Mais voilà. Et voilà. Et c'est vrai, et je le vis. Ce que tu dis, c'est vrai. Et voilà, pardon, je te repasse le micro. Ouais, mais c'est très vrai. Mais merci pour ton partage, hein, c'est très vrai. Enfin, et ça, on se rend pas compte que c'est assez vite. En fait, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un. Moi, je suis personne. Il n'y a pas besoin d'être une star. Là, j'ai pris des exemples de stars, mais très très rapidement, quand tu acceptes de prendre la parole et de montrer un peu ta tronche, on va en parler, et ben il se passe un truc qui fait que les gens ont un peu plus confiance et puis ils t'ont vu et donc en plus tu commences peut-être à développer un peu d'autorité avec la preuve sociale, hein. Le podcast, c'est un super levier de preuve sociale parce que tu invites des gens et ça crée une sorte de biais. C'est comme tu interviews des gens toutes les semaines, des gens qui ont aussi une audience, aussi une autorité, aussi une expertise, ça te confère un peu de leur autorité. Donc ça c'est super. C'est le podcast. Moi, je fais du podcast. J'ai un podcast et c'est un super levier pour faire du réseau en développant son autorité. Mais voilà. Donc, il n'y a pas besoin du tout d'être une star et d'être quelqu'un de connu publiquement. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Et troisième. Ouais. Pardon. Ouais, on avait fait. Ah oui, les enjeux du personal branding. En gros, on a parlé de liberté. On a parlé de vendre, de se vendre. Le troisième enjeu, c'est pour moi prendre la parole. C'est pour moi le but du personal branding, hein. C'est pas juste de prendre une bonne photo, de définir son identité et de rester dans sa chambre. C'est justement d'aller au contact des gens, et donc ça va être la prise de parole. Et pour moi, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et ça, c'est une conviction un peu plus personnelle. C'est que aujourd'hui, enfin historiquement, on avait des leviers qui permettaient d'accéder à la richesse, au pouvoir, tout ce qu'on veut. C'était le travail et le capital. Sauf que c'est des leviers où tu as besoin de permission, quoi. Tu dois passer un entretien pour bosser, tu dois demander à des banques ou lever des fonds pour avoir le capital. Aujourd'hui, tu as des leviers. J'ai lu un livre de Naval Ravikant qui est très intéressant, où il parle de leviers sans permission. C'est le code et le média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une ligne de code, grâce au code, tu peux quand même lancer un site e-commerce, lancer une boîte quasiment gratuitement, quoi, en prenant une plateforme qui t'aide à faire ton site internet en 2 heures et pour 30 euros. Et le deuxième levier, c'est un peu grâce aux réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de défauts, mais il y a aussi ils permettent aussi pas mal de choses. C'est que tu peux créer ton propre média, c'est-à-dire que n'importe qui accepte de prendre la parole sur les réseaux pour toucher potentiellement des millions de personnes. Et c'est intéressant de regarder que les US, qui sont quand même pas mal en avance là-dessus, aux US, il y a beaucoup de créateurs de contenu et il y a beaucoup de gros patrons comme Elon Musk, comme Sam Altman de ChatGPT qui ont leur podcast, qui prennent la parole tous les jours, etc. Mais ces gars, ils sont milliardaires, tu vois. On pourrait se dire, mais pourquoi ils se cassent la tête à faire un podcast? Franchement, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et
en fait, c'est justement ce qui est intéressant de se dire, c'est que, et ça concerne tout le monde, c'est qu'il y a un jeu qui est en train de se dessiner, qui est plus juste le jeu du capital et du travail. Il y a un jeu d'influence et de distribution aujourd'hui. Ils ont compris que l'influence, elle se fait maintenant par le média et la diffusion par les réseaux sociaux. Et en fait, il est possible de créer son propre média, loin du monopole traditionnel de diffusion de l'information. En gros, tu peux être personne et tu n'as pas besoin d'aller payer 4000 balles pour passer 2 minutes sur BFM ou d'attendre que les médias viennent te voir. Tu peux créer ton propre média. Et voilà, ça, c'est le dernier truc qui est un peu plus profond. C'est pour moi, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et j'ai deux autres convictions, c'est que chacun a un message qui mérite d'être mis en lumière. Franchement, je suis convaincu qu'on est tous porteurs d'une histoire et que la reconnaître et l'assumer permet à la fois d'allumer sa propre flamme, mais aussi d'aller élever le niveau de conscience et c'est sûr que ça va toucher quelqu'un d'autre. Et après, un autre truc, c'est que les personnes qui changent le monde le font jamais seules. Et tu vois, mon podcast s'appelait Avant Work Explorations, il traitait du futur du travail et j'essayais vraiment d'interviewer des gens qui sont architectes de leur futur, qui œuvrent pour un meilleur futur du travail. Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui prennent la parole, qui mouillent le maillot, qui travaillent leur com et qui acceptent de prendre la lumière parce que tout seul, tu changes rien. Et donc, il faut accepter de prendre la parole pour capter d'autres gens et y aller à plusieurs, quoi. Ça, c'est un enjeu énorme aussi. C'est que quand tu prends la parole et que tu travailles ta marque personnelle, t'es plus tout seul, en fait. Ouais, et ça rejoint un autre point pour des gens qui se disent ouais, je sais que j'aurais peut-être besoin d'entreprendre un jour, mais pas tout seul, pas toute seule, j'ai pas encore le projet. Bah, si t'es visible, tu peux attirer à toi de futurs associés, de potentiels investisseurs, des gens qui peuvent te prendre par la main pour t'aider à peut-être monter ta boîte, ce que tu n'aurais jamais osé faire tout seul ou au-delà des opportunités de salariat, quoi. Ouais. C'est pas simple de trouver un associé quand t'es tout seul dans ton coin, c'est pas simple. Alors que si ça résonne un peu plus, j'imagine que ça augmente le nombre de chances de trouver les bons partenaires pro. Clairement, ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Vas-y, Yes. je te laisse driver. Allez, on a parlé de l'enjeu et je crois que c'était important. Et aussi, l'idée ici, enfin, ce que j'en retiens, c'est que tout le monde a quelque chose à raconter, tout le monde peut cartonner, tout le monde peut prendre une certaine aura d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la question, c'est comment? Parce que tout le monde n'aime pas faire des dogface sur Insta. Ouais. Comment on fait concrètement? Eh ben, je vais essayer d'être le plus concret possible et efficace, étant donné que le temps tourne. Tu as raison, on ne tiendra pas la demi-heure pile, mais je vais quand même essayer d'être rapide. Allez, Bon, on se prend déjà, max 45 minutes. ouais, comment on fait concrètement? Allez, on va être méthodique. Déjà, il faut se poser les bonnes questions et passer très vite à l'action. Il y a 3 trucs. Il va falloir se positionner, créer une stratégie, ok, et ensuite prendre la parole, créer et distribuer du contenu. Moi, je viens du e-commerce, hein, donc j'ai fait beaucoup de pages de vente de e-commerce et donc la notion de parcours client, ça me connaît. Et donc là, par exemple, si on prend un exemple très concret sur LinkedIn, bah, il va falloir se positionner. Ça va être réfléchir à ma page LinkedIn doit être taillée comme une page de vente. Page de vente, je m'entends. C'est quand les gens viennent, ils doivent comprendre qui je suis, qu'est-ce que je peux faire pour eux, en quoi je peux être utile pour eux et quelle action ils doivent faire. Ok, une fois qu'on a ça, c'est super, on a un positionnement. Ensuite, il faut ramener des gens sur cette page, donc il va falloir prendre la parole, écrire des posts et créer une stratégie de contenu. Et ensuite, il va falloir faire en sorte que mes posts, mes contenus soient plus visibles. Bah, il va falloir aller à la rencontre des gens, réseauter, etc. Et donc, si on reprend, positionnement, c'est vraiment pour qui, quoi, en combien de temps. C'est les 3 questions à se poser. C'est bien sûr, là, on parle de professionnel. Moi, en tant que dans mon identité professionnelle, par exemple, on va prendre l'exemple d'une page LinkedIn. Pour qui, quoi, en combien de temps? Moi, c'est personal branding pour entrepreneurs et dirigeants en 2 heures par semaine. Et en fait, si tu es salarié et que tu as une passion ou que tu explores, tu peux juste dire j'explore le futur du travail. Moi, c'est ce que je faisais avant avec mon pote. Donc, ça peut être j'explore le futur du travail avec un épisode par semaine. Mais c'est vraiment essayer de répondre à cette question et toujours penser aux autres. C'est-à-dire, c'est en quoi je peux être utile aux autres parce que ce qui intéresse les gens, c'est eux. Hein. Donc, ça, c'est le positionnement. Pour qui, quoi, en combien de temps. Ensuite, il faut créer une stratégie. Et pour créer une stratégie de contenu, là, franchement, il y a des axes qui fonctionnent. Moi, je vois 3 axes qui fonctionnent super bien pour créer du contenu. Le premier, c'est donner son point de vue sur son métier ou son secteur. Le deuxième, ça va être mes apprentissages perso. Qu'est-ce que j'apprends? Et le troisième, ça va être communication sur entreprise, mes actus, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, bah, tu sors un peu du truc paralysant de je dois
à tout prix trouver un sujet expert, parce qu'il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur qui guette, mais moi je vais parler d'un truc, mais tout le monde s'en fout, ou je vais pas être assez expert. Non, mais en fait, les gens souvent se trompent. Il vaut mieux prendre une posture d'explorateur que d'expert. Et d'ailleurs, la posture d'explorateur, elle est un peu plus humble. Faut se dire que ce qui est évident pour toi n'est pas évident, souvent pas évident pour 95% des gens. Et donc, si je reviens sur des exemples, dans une stratégie, il va y avoir donner mon point de vue sur mon métier et mon secteur. Ça va être, je sais pas, t'es expert comptable salarié, ce que tout le monde ignore sur mon métier d'expert comptable. Ça va être le truc qui m'énerve le plus dans mon secteur. Ça va être pourquoi mon métier doit se réinventer avec l'IA. Tu vois, moi, j'ai fait un post là il y a pas longtemps. Je reprends les posts de cette semaine. Mon point de vue sur mon métier, moi, je suis indépendant. Et j'ai dit, j'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic, donc c'est un resto 3 étoiles dans ma ville, à Valence. Et mon accroche, c'était ça. J'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic. J'ai observé 5 règles que les indépendants devraient piquer au resto 3 étoiles. Là, je donne mon point de vue en me donnant sur mon métier, en donnant un exemple resto 3 étoiles que tout le monde comprend. Pour construire son autorité sur un sujet en 12 mois. Moi, c'est mon métier, là, aider les gens à construire leur autorité. Pas de recette magique, mais la stratégie brise-glace fonctionne à tous les coups. Je donne une stratégie. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il peut y avoir... Tu peux développer ce dernier point, je suis passé à côté. En gros, le premier thème, c'est j'apporte mon regard sur ton secteur. Sur mon secteur, mon métier. Le truc que personne ne connaît ou... Plutôt que d'essayer à tout prix de donner des cours, tu sais, en posture haute sur voilà comment il faut faire pour être un super expert comptable ou les 3 stratégies qui marchent à tous les coups pour machin. C'est super, mais il vaut mieux dire j'ai observé ça, j'ai mangé chez Anne-Sophie Pic. Putain, il y a 5 trucs dans les restos de luxe que les indépendants, les freelances devraient piquer au resto 3 étoiles. Là, j'apporte je suis pas en posture haute, je suis pas en posture d'expert, je suis plus en posture d'explorateur. Et en vrai, mon expertise, elle va transpirer à travers mon poste, tu vois. Donc ça, c'est plutôt se dire, je donne mon point de vue sur mon métier, je donne mon point de vue sur mon secteur. Et là, ça ouvre le truc. C'est qu'est-ce qui m'énerve? On a tous un truc à dire, tous une observation. Qu'est-ce que les gens ignorent? Pourquoi est-ce qu'on doit se réinventer dans le métier des RH? Voilà, et quels sont les enjeux? Donc ça, c'est un premier truc. C'est pour sortir du syndrome de l'expert. Ensuite, et ça sert vraiment à travers ça, tu démontres quand même un peu ton expertise. Là, c'est un peu le levier expert, crédibilité. Ensuite, tu as un truc qui est mes apprentissages personnels. Ça marche bien. Alors, mes apprentissages personnels / professionnels, ça va être les meilleurs investissements que j'ai fait sur moi ces 3 dernières années. Les 10 leçons que je tire de mon expérience dans telle boîte. Mon process en tant que manager qui m'a fait gagner du temps pour faire tous mes meetings avec mon équipe. Mes pires erreurs de management, les 5 personnes qui ont le plus d'impact sur moi au quotidien. Et là, tu mets en avant des gens. Les meilleurs, on écoute tous des podcasts, on écoute tous des meilleurs livres. Moi, j'avais fait un post qui avait bien marché, c'est les meilleurs, c'est un truc sur les meilleurs podcasts que j'ai lus. Tu vois, j'avais dit, je crois, j'ai bouffé 1000 heures de podcasts ces 3 dernières années, 5 épisodes déclic. C'est un post qui a super bien marché parce que c'est mes apprentissages personnels. Donc, personne ne peut venir me dire, attends, mec, t'es qui pour dire ça? C'est moi. Et j'apporte de la valeur quand même en essayant de détailler un peu, en faisant le taf. Donc là, voilà, c'est un truc qui va, les apprentissages personnels, prendre du recul sur soi et débriefer, ça, tout le monde peut le faire. Et c'est un truc qui va, là, c'est moins de l'expertise, ça va plus humaniser. En fait, la marque personnelle, quand on parle de marque personnelle, il faut quand même se dire qu'il va falloir mettre un peu d'émotion, être humain. En fait, les gens veulent parler et bosser avec des humains, veulent entrer en contact avec des humains. Et donc, si je fais que des trucs experts un peu secs, en fait, c'est qui cette machine? C'est ChatGPT derrière. Là, c'est important de faire ça. Donc là, je peux donner des exemples concrets que moi j'ai fait. La meilleure décision que j'ai prise en 2023 est de réinvestir 20% de mon chiffre d'affaires et là, j'ai donné sur quoi j'ai investi en 2023. Je viens de passer mes 1000 heures de coaching, parce que j'ai passé plus de 1000 heures là, à coacher des gens. Voilà mes 14 principaux apprentissages, tu vois. Ma newsletter a stagné pendant 12 mois à cause de 3 erreurs. C'est vrai que j'ai une newsletter, j'en ai pas parlé, qui a stagné pendant 12 mois. Depuis que je les ai résolues, elle fait 30% par mois. Et j'explique ce qui s'est passé pour moi. Ça, c'est mes apprentissages personnels, mais ça apporte de la valeur aux autres, si c'est bien travaillé, tu vois. C'est le deuxième truc. C'est super intéressant. Et ces 2 premiers axes, un qui est de donner mon avis sur mon travail,
enfin sur mon secteur, ou voilà, une approche un peu atypique, la mienne, sur un métier ou un secteur. Et un autre truc qui est de partager son vécu, au fond, humblement. Ces deux choses-là sont à rattacher au fond, enfin juste pour revenir un peu à ton point de départ, sont à rattacher à un objectif précis, à une thématique quand même un peu spécifique. Franchement, pas forcément. Le début sur mon point de vue sur mon métier et mon secteur, bah, ce sera forcément rattaché à ce que tu fais. Mais mes apprentissages personnels, oui, c'est bien de les rattacher à ta thématique précise. Mais dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut même pas se mettre de limites. Faut même pas se mettre de limites. On est tous humains et en fait, faut se dire que ça va forcément apporter de la valeur à quelqu'un. Et surtout, en faisant le truc, après, tu te dis, ah ouais, là, j'ai dit ça, mais en fait, il y a des trucs qui vont flopper, qui vont pas marcher. Et en fait, il faut itérer, quoi. Ah là, j'ai dit ça, mais en fait, ça me saoule de parler de ça. En fait, je pense qu'il faut le faire. Il faut pas se mettre de limites sur. Moi, là, je parle à chaque fois de stratégie avec mes clients et tout pour poser un cadre. Une fois que le cadre est posé, c'est OK d'en sortir parce que le cadre est posé. On peut tester des choses, justement, en fait. Sinon, la communication devient un peu chiante. Donc, ça, pour s'éclater, je pense que c'est cool. Tout le monde peut faire un post, mes pires erreurs. Tout le monde peut faire un post et ça va intéresser des gens si c'est bien analysé. C'est chouette ce que tu dis parce que tu vois, moi c'est quelque chose que j'encourage mes clients. Alors pas, je mettais pas le mot de personal branding, mais à produire quelque chose, quoi que ce soit en Ouais. ligne ou offline. Et souvent la difficulté pour plus de la moitié des gens qui vont être un peu touche à tout, qui aiment tout, c'est de dire bah, mais j'ai pas de sujet quoi. Donc, ce que tu dis, c'est il y a pas forcément besoin de sujet au fond. Franchement, il y a besoin de poser un cadre, mais après, il faut y aller. Surtout, alors là, je disais, dans la stratégie, il y a mon point de vue sur mon métier et mon secteur. Donc là, c'est forcément cadré par une forme de sujet ou de thématique. Mes apprentissages personnels, bah, moi, j'aime bien quand même rester dans la sphère professionnelle. Quand je dis apprentissage personnel, c'est mes apprentissages dans la sphère professionnelle. Ça cadre déjà pas mal les choses. Et ensuite, mais c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de sujet défini. Et ensuite, il y a un dernier volet qui est la communication, mes actus professionnels. Et là, bah, c'est lié au pro. Donc, en fait, on est à peu près bordé, quoi. Ça va être mes actus, mon récap du mois, les nouvelles recrues dans l'entreprise. Tu vois, moi, les postes, j'ai le plaisir de vous annoncer que moi, j'ai donné des cours dans une école. Bah, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de professeur de personal branding chez Delta Business School. Un poste qui marche super bien parce que les gens aiment bien qu'on partage des actus. Ouais, mais Je lance un nouveau podcast. Ça peut être un témoignage client. Et ça, même quand on est salarié, on peut être en contact avec des clients. Voilà ce qui s'est passé. Enfin, il peut y avoir une super review client et voilà. Voilà pourquoi ce client-là est satisfait. Et on peut storyteller, on peut raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec le client. Moi, j'avais fait un post j'ai un client qui faisait plus de 60 000 abonnés, qui a beaucoup plus d'abonnés de moi. Et j'ai fait un petit débrief. J'ai dit, bah, quand Laurent, qui a plus de 60 000 abonnés, m'a contacté pour que je l'accompagne, je me suis demandé ce que je pouvais lui apporter. Et en fait, je le dis. Et donc ça, c'est plus une actu, un débrief. Et en vrai, en plus, ça vend. Le fait de parler de son activité, de donner des actus, ça, c'est un truc qui vend indirectement. super Est-ce que ça intéressant. aide? Ouais, Ouais. super intéressant parce que ce que t'amènes indirectement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert, presque au contraire. Ça déshumanise un peu la posture haute et il n'y a pas besoin d'avoir un sujet précis, il faut juste un cadre au fond, quoi. Ouais. Et voilà, je pense faut pas se casser la tête avec il me faut à tout prix des thématiques et une grande stratégie. C'est vraiment mon point de vue sur mon métier et mon secteur, mes apprentissages et mes retours d'expérience et mes actus. Et ça, au moins, tout le monde, tout le monde peut le faire. Et donc voilà, il y avait le 1, c'est identité. Pour qui, quoi, en combien de temps, qu'est-ce que je propose? Et si j'ai rien à proposer, ça peut être juste j'explore tel truc ou je parle de ça et c'est déjà très bien. Ensuite, ce qu'on a dit sur la création de contenu. Et ensuite, il faut distribuer du contenu. Enfin, il faut le créer et le distribuer. Et là, bah, va falloir. Là, c'est dur, mais c'est en faisant qu'on apprend. Il faut écrire des posts, par exemple sur LinkedIn. Il faut faire un épisode de podcast. Enfin voilà, ça dépend de ce qu'on va vouloir faire pour construire sa marque personnelle. Moi, j'ai LinkedIn, podcast, newsletter. C'est des exercices différents à chaque fois. Mais ce qui est sûr, par exemple, là, on est sur LinkedIn. Si on prend un post LinkedIn. La base, c'est juste de se dire une idée, un post, tu vois. Une accroche avec 75% de l'idée, parce qu'aujourd'hui, les gens, le temps d'attention est limité, donc il faut quand même que dans l'accroche en dise beaucoup, pas tout, mais beaucoup. Je reprends un exemple. Tout à l'heure, je disais, ouais, j'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic. J'ai observé 5 règles que les indépendants devraient piquer au resto 3 étoiles. Bon, en vrai,
il y a 75% du post, on sait de quoi ça va parler, etc. Mais juste, on a envie de savoir les 5 règles. Donc voilà, une idée, un post, accroche avec cette logique il y a 75% de l'info et il manque les 25% qu'on a envie de voir. Et après, le mieux, c'est d'avoir un petit appel à l'action à la fin. Moi, souvent, j'essaie de pas, moi, comme je suis dans une logique quand même d'indépendant où je dois me vendre pour vendre des prestats, eh ben, il n'y a pas de post gratuit, quoi. C'est abonne-toi à ma newsletter pour en savoir plus, ou je signe, je suis Mathieu, j'accompagne des gens, etc. Mais donc, checklist pour se lancer sur LinkedIn. Il faut refaire son profil LinkedIn avec une photo de profil dont tu es fier, parce que c'est la photo que beaucoup de gens que tu ne connais pas vont voir, la photo qui va être référencée sur Google, tu vois. Un titre qui te positionne, qui tu es, ce que tu fais, enfin le pour qui, quoi, en combien de temps. Tu peux aussi le mettre dans la bannière sur LinkedIn. Tu as une bannière complète où tu peux en dire un peu plus et potentiellement rajouter de la preuve sociale. Toi, tu peux dire, je sais pas, 100 personnes accompagnées, 500 épisodes de podcast faits, tu vois, avec des chiffres, les preuves sociales, ça marche bien. Un lien d'appel à l'action clair. Peut-être que sur ton profil Alban, toi, c'est un lien vers ton podcast ou vers tes coachings. Je sais pas, là, je suis plus allé voir. Moi, c'est clairement vers du contenu. Voilà. Et ensuite, tu définis, une fois que tu as fait ça, tu définis des thématiques, ton rythme, à qui tu veux parler et de quoi, ton rythme. Tu bloques un temps de création chaque semaine dans l'agenda parce que faut prendre la parole et si on bloque pas le temps, ça va sauter. Tu bloques 1 heure dans l'agenda à chaque fois que tu veux faire un post parce qu'il faut poster et être sur les réseaux pendant que tu postes. Et si tu le mets pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Donc, il faut bloquer du temps dans l'agenda. Et après, une bonne méthode, là, c'est toujours sur LinkedIn, c'est les commentaires. Tu peux te dire, allez, je fais 5 commentaires qualitatifs par jour sous des posts de personnes actives que j'aime bien. Et tu vas créer là, c'est aller au contact des gens. Tu vas créer du réseau, tu vas créer de la réciprocité. Voilà, et tu ajoutes seulement les personnes avec lesquelles tu as déjà interagi en commentaire. Comme dans la vraie vie, tu as rencontré quelqu'un en soirée, tu peux l'ajouter. T'ajoutes un inconnu, t'as un peu moins de chance, quoi. Voilà, j'ai essayé de faire un débrief de la checklist rapide. Je t'ai senti très speed. Ouais, j'essaie parce que je vois le temps qui tourne. Non, c'est cool, mais merci infiniment, Mathieu. Une question qui me vient, j'en ai 1000, mais je vais en garder qu'une. Et puis au pire, peut-être qu'un jour on se refera encore un truc, un épisode. Une question qui me vient, c'est notamment pour quelqu'un qui est salarié, qui a pas envie d'avoir, ça peut faire peur d'avoir une double vie. En gros, quel était ton exemple tout à l'heure? Je sais pas, moi, je suis responsable com dans une PME. Ouais. J'ai pas envie que tout le monde sache que je veux faire mon personal branding dans le tennis. Enfin, j'adore le tennis. Je veux me rapprocher de ce secteur. Du coup, je vais commencer à publier des trucs. J'ai pas envie que tous mes collègues et mes boss me disent qu'est-ce que tu fous à parler de tennis sur LinkedIn, tu vois, ou Insta ou autre. Là-dessus, est-ce que tu as un avis? Je sais pas si ma question est très claire. J'ai clairement un avis, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre la parole par peur du regard des autres. Mon avis très clair, c'est que ta marque peut t'échapper, certes, mais t'appartient. Et en fait, alors là, que tu veuilles le bosser en faisant des conférences, en lançant un podcast, en prenant la parole sur LinkedIn, là on est sur LinkedIn, c'est le truc un peu évident et le plus facile à faire, je trouve, ou avoir un super compte Insta, ça t'appartient. Ça n'appartient pas à l'entreprise. Ça n'appartiendra jamais à l'entreprise. Aucune entreprise peut te forcer à dire quelque chose ou à pas dire quelque chose. Elle peut juste te sanctionner si tu dis un truc que tu n'avais pas le droit de dire, parce que on signe tous des clauses de confidentialité, mais du moment que tu dis des choses qui te regardent et qui sont pas confidentielles, tu peux prendre la parole. Et moi, je pense que tu as tout intérêt à prendre la parole parce que ça te rend plus libre. Et ce que des entreprises commencent à comprendre, c'est qu'elles ont tout intérêt à ce que leurs salariés prennent la parole, en fait, même si c'est sur le tennis. Parce que par effet de bord, ça va leur ramener de la visibilité. Donc, non, en fait, si tu as peur, le dernier truc, c'est que moi, je suis sûr que quand on a peur, on est dans le vrai. Donc, en fait, si tu as peur, c'est que potentiellement, tu touches à un truc intéressant et que plus la peur est grande, plus le cadeau derrière va être grand. Et donc, justement, moi, je trouve que c'est très bon signe si tu as un peu peur. Faut le faire, faut y aller, quoi. Merci pour ces éclairages. Et là-dessus, d'ailleurs, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais en général, on se prend la tête pendant des mois, des semaines, des années avant de balancer un premier épisode, un premier essai littéraire, un premier post LinkedIn. Puis là, ce qui se passe quand tu publies le truc, c'est juste qu'il se passe rien. Tout le monde s'en fiche. Et souvent, c'est invisible. Et déjà, je veux dire, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de conséquences et il se passe rien parce qu'il n'y a pas d'audience. Oui, en plus, au début, pour un podcast, pour LinkedIn, pourquoi il y a
pas grand monde qui le voit, donc même si tu te plantes, pas grand monde l'a vu, quoi. Ok, Et puis c'est pas mal. tu es juste 5 secondes dans la vie des gens. En fait, c'est aussi ça, le monde tourne pas autour de toi ni de moi, donc tu fais un post LinkedIn, les gens le voient 5 secondes. En fait, les gens sont passés déjà à autre chose. Toi, tu y réfléchis toujours, les gens sont déjà passés à autre chose. Mais pour se Ouais. lancer et sans parler de tennis, etc., moi, il y a un type de post que je peux terminer par un petit défi qui marche à tous les coups. C'est le format présentation de toi avec une photo. En fait, c'est un template un peu classique où tu commences par une phrase comme je me suis jamais présenté ici, ou je me lance sur LinkedIn, compte la vie de mes proches, ou vous êtes 10 000 à me suivre, 5 choses que vous ignorez de moi. Avec une photo verticale, tu vois, tu fais ça avec une photo verticale de toi en mode portrait. Et puis là, tu vas raconter du coup les 5 choses ou les trucs dont tu veux parler. Mais vraiment, le truc, ça, c'est un post de type annonce, info professionnelle. Je me lance sur LinkedIn avec une photo de toi. C'est important de mettre une photo qu'on te voit. Et ça, c'est un post qui marche bien parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a tous déjà un petit réseau, même si on n'a pas travaillé. Et ça va ne serait-ce que réactiver le réseau dormant. Tous les gens qui vont se dire « Oh, Alban, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est cool ». Les gens aiment bien aller dire « Ouais, trop cool » quand on fait une annonce et « Salut ». Et souvent, moi, avec mes clients, ça marche à tous les coups. Et les gens sont souvent surpris, ils disent « Ah, c'est trop cool, j'ai des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans qui m'ont écrit. » Donc là, c'est une bonne manière de se lancer sans prendre de risques. Je me lance sur LinkedIn, compte la vie de mes... Et t'expliques pourquoi tu te lances, etc. Et tu peux même dire, j'ai peur, mais voilà, j'y vais, quoi. Et ça marche. Ça marche. Bon, ce sera notre défi Je vous mets au défi, les gars. Ok. Merci Mathieu, merci infiniment. Merci Chloé pour ton feedback qui nous dit c'est inspirant. Merci Mathieu, c'était des super conseils. Il est temps qu'on repose le micro. Drop. On drop. Et Mathieu, je mettrai les liens de bonne réputation, ton podcast, de ton site aussi. Merci. Merci pour l'invite. Salut, salut. Voilà, pour ceux qui sont toujours là à ce stade de l'épisode, je pense plutôt à ceux qui écoutent en replay. N'oubliez pas cette proposition là que je vous fais de nous rencontrer, de faire connaissance. Il y a une raison un peu cachée à ça que j'assume pas mal, c'est aussi que je vais chercher un sponsor dans les mois qui viennent. Et donc, la première chose qu'ils vont me dire, c'est mais qui vous écoute? Et j'en sais rien. Et donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle je suis content de vous rencontrer. La deuxième, c'est de savoir ce que vous attendez de moi et de savoir ce que vous attendez du podcast sur les années qui viennent. Et donc, échangeons. Et pour ça, il faut m'écrire sur contact@albanmas.com. Mas, c'est M-A-2-S-E. À la prochaine. Et à vous les studios. À vous les studios. Bye bye. Merci pour votre écoute. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.